Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Controverse. Comment se porte l'économie algérienne en cette fin d'année 2013? Certes, les réserves en devises sont toujours aussi importantes, mais cela est-il suffisant pour maintenir la cadence économique et relancer une économie toujours aussi moribonde? Certains spécialistes réfutent carrément le terme d'économie, préférant parler de système rentier, sans oublier évidemment les procédures administratives toujours aussi compliquées, toujours aussi bureaucratiques pour créer sa propre entreprise ou PME. Pour en parler avec nous ce soir sur le plateau de Controverse, nous recevons Nassim Kerdjouj. Vous êtes vice-président du FCE, le Forum des chefs d'entreprise. Vous êtes aussi le PDG de l'entreprise NetSkills. Avec nous également ce soir, Roslan Benchari. Vous êtes chef d'entreprise. Vous dirigez l'entreprise MPS, spécialisée dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous êtes basé dans le cyberparc de Sidi Abdallah à Alger. Avec nous également, Malek Seraï. Vous êtes économiste, consultant international et vous dirigez le bureau d'études Algeria International Consult. L'économie algérienne ne profite pas assez ou du tout de l'importante consommation des ménages et pourtant celle-ci ne fait qu'augmenter ces dernières années. Des consommations qui profitent essentiellement aux produits importés et pourtant l'État stratège pourrait résister à l'ouverture des marchés aux produits importés en favorisant la production purement et strictement algérienne. Reportage Saoussen Sebienne. L'inflation a baissé de façon importante. Elle se situe à peu près à 4,5% en moyenne annuelle sur les 12 derniers mois. En 2013, l'inflation a baissé selon le FMI, ce qui devrait être une bonne nouvelle, mais on a tendance à parler de l'augmentation des salaires et leurs répercussions sur les dépenses de fonctionnement, alors qu'en réalité, il y a un élément qui demeure marginalisé. Il s'agit de la consommation elle-même. Depuis plusieurs années, le pouvoir d'achat des Algériens est en train de retrouver une certaine vigueur. Leur niveau de vie connaît une amélioration, sauf que les augmentations salariales de masse profitent beaucoup plus aux produits importés aujourd'hui. Même si on a eu des rappels, le citoyen est obligé de consommer. Par moment, on ne cherche même pas le prix. On est dans une société de consommation. Plus on a de l'argent, plus on consomme. Et quand on ressent nos comptes, c'est là qu'on commence à faire des comptes. Comment ça se fait-il que j'ai acheté tel objet à tel prix, tel objet. Mais quand on a les poches pleines, on s'en fout. La demande est en perpétuelle augmentation et maintenant que l'Algérie a les moyens de maintenir une consommation soutenue des ménages à moyen-long terme, il serait peut-être temps que cela profite à l'économie nationale dans sa globalité. Les salaires et les produits de consommation sont en train de flamber. On a vu que toutes les mesures qui ont été prises depuis 3 ans n'ont eu aucun impact sur la baisse des importations, bien au contraire. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'Algérien s'est habitué à consommer un certain nombre de produits. L'année 2012 a complètement faussé les statistiques puisque les rappels de salaire ont complètement déstabilisé le marché de la consommation. Donc c'est une année sur laquelle on ne peut pas s'appuyer. La demande est là et la vapeur peut encore être inversée. Une bonne stratégie devrait permettre à des industriels, des entrepreneurs, privés, publics, de capter une partie de cette forte demande interne. Passer de la relance de l'économie par la demande à la relance de l'économie par l'offre ne devrait pas seulement être un slogan. Beaucoup de pays sont passés par là avant d'aller à la conquête de marchés extérieurs. Car celui qui n'arrive pas à s'imposer chez lui ne peut pas le faire chez le voisin. La question est posée par Saoussen Sebienne. Est-ce que les entrepreneurs algériens réussissent à s'imposer en Algérie, Nassim Kerdjouj? C'est une question à la fois économique et philosophique parce que ça doit faire appel à beaucoup de facteurs et de paramètres en même temps. Théoriquement, on a la possibilité, ou en tout cas tous les moyens sont disponibles et possibles pour pouvoir s'imposer sur le marché algérien. On note qu'il y a quand même depuis maintenant un certain temps une volonté politique qui est présente de vouloir faire en sorte que la production nationale soit favorisée. Mais maintenant, sur le plan de la mise en œuvre, on va dire entre guillemets technique des mesures, c'est beaucoup plus complexe. Le marché aujourd'hui est déstructuré pour 2 raisons. La première, c'est que les entreprises dites de production nationale, ou en tout cas les entreprises algériennes nationales, sont confrontées à un double problème, qui est d'une part celui de la bureaucratie et des règles de marché qui ne sont pas toujours... On en parlera de la bureaucratie. Et le deuxième problème, c'est la concurrence déloyale de l'informel. Est-ce que vous pensez que l'économie algérienne est relancée aujourd'hui, malgré les chiffres qui ne sont pas très bons, Malek Seraï? Est-ce qu'on peut parler de relance économique? Existe-t-elle vraiment cette relance? Oui. Oui? Oui. Elle existe parce que d'abord, on communique davantage aujourd'hui que par le passé. Donc, entre opérateurs économiques et le gouvernement en place, aujourd'hui, on se comprend mieux.
dès lors qu'il y a une écoute du gouvernement par rapport aux remarques très intéressantes et assez constructives de la part du patronat en général et du syndicat. Et il y a également le fait que, malgré la crise économique des pays en face de nous, quand même, il y a un taux de croissance positif, quoique la Banque mondiale annonce 3,1, la loi des finances avait prévu 5%, mais nous, experts internationaux mais nationaux, nous sommes en train d'étudier tout cela, et on arrive, je pense qu'on va arriver à 4,6%. Mais les chiffres sont assez mauvais. Le représentant du FMI était ce mois, au début de mois à Alger, il a donné quand même des chiffres assez inquiétants. Il a dit 3,1%. Nous, en tant qu'Algériens, selon nos comptes, selon les différentes expertises, nous sommes à peu près 115 personnes à réfléchir sur cela et nous pensons que nous allons arriver peut-être à la clôture de ce mois-ci à hauteur de 4,6%, mais quand même c'est en deçà de ce que la loi... C'est un mauvais taux? C'est un mauvais taux? Non, c'est un taux raisonnable, mais à condition qu'il perdure, qu'il se renouvelle. Parce que s'il ne se renouvelle pas, le taux donc, du chômage ne va pas diminuer. Est-ce que c'est un taux raisonnable, M. Kardouch? Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut, pour diminuer le chômage, il faut aller vers 6%, pourquoi pas plus. Cependant, ceci est quand même régulé, il est protégé un peu par le taux de croissance de l'agriculture qui est excellent, qui est plus de 12%. On va revenir. M. Serrail dit que le gouvernement entend les doléances des entrepreneurs et que le chiffre de la croissance n'est pas mauvais. Est-ce que vous avez le même avis? Sur le plan de la concertation, absolument. Je pense que depuis 18 mois maintenant, on a constaté qu'il y a une écoute qui est incontestable au niveau du gouvernement et de nos autorités qui ont multiplié les concertations, les commissions, les discussions, les débats. Maintenant, je pense que après 18 mois de concertation, il faut envisager de passer de manière plus active à l'action. Ça n'a pas encore été fait ou ça va être fait? Pour l'instant, les résultats sur le terrain sont encore timides. Est-ce que la croissance est bonne, comme le dit M. Serrail? De mon point de vue, la croissance est nettement insatisfaisante. Non, c'est absolument pas satisfaisant parce que quand vous avez un pays qui a un taux de croissance entre 3 et 4, comme l'Algérie, alors que ce taux de croissance est quasiment artificiel puisqu'il est totalement tiré par la dépense publique, c'est-à-dire qu'en gros, ce sont les travaux d'infrastructure et toute la dépense de l'État qui crée cette croissance via la rente pétrolière, ça veut dire que l'économie ne produit rien. Donc en réalité, le chiffre est beaucoup plus mauvais si on comprend ce que vous dites. Si vous enlevez la dépense publique, on est en croissance négative. C'est-à-dire qu'en gros, si aujourd'hui vous enlevez... À moins de 0%, c'est possible ou non? Si vous enlevez aujourd'hui toutes les dépenses publiques de l'État en matière d'infrastructure et de grands travaux, vous êtes à moins quelque chose. À moins? Et alors qu'on devrait être un pays, vu les capacités financières de l'Algérie, nous devrions être un pays qui devrait être entre 8 et 12% de croissance. Rossa Benchari, vous êtes un jeune chef d'entreprise, vous dirigez une société spécialisée dans l'éthique, un PS. En tant que jeune chef d'entreprise, est-ce que vous considérez que les autorités, que les pouvoirs publics vous entendent et coopèrent avec vous? Écoutez, oui, on voit qu'il y a pas mal de promesses. Que des promesses pour le moment? En fait, ce que je ne vois pas, c'est que le problème, c'est que ces promesses ne sont pas tenues, forcément. Il y a un dysfonctionnement entre ce qui est dit et ce qu'on retrouve sur le marché. Notamment ce qui nous concerne. Je peux parler de l'accès au foncier, de l'accès au crédit d'investissement. Vous avez des difficultés à accéder au crédit aujourd'hui? Oui, notamment nous sommes dans les TIC, donc nous n'avons pas. On a un problème en fait avec le fait de financer ce qu'on appelle des éléments intangibles. Donc on arrive, on préfère, les banquiers ont tendance à avoir envie de financer, ont plus de facilité à financer l'achat d'un bâtiment ou d'un véhicule ou d'une machine que l'achat d'une licence, par exemple, d'une licence d'exploitation. Et ça nous amène en fait à entrer dans un cercle vicieux. L'Algérie compte parmi les pays qui comptent le plus de piratage. Nous avons 84% de taux de piratage en Algérie. Que ce soit sur le niveau des logiciels ou au niveau de la musique ou de tout ce qui a trait au loisir. Donc on a, nous personnellement, ce problème en fait d'accéder au financement. Mais vous considérez quand même qu'il y a des promesses qui ont été tenues pour l'instant? Oui, il y a pas mal de promesses. Je peux vous citer un exemple. Oui. Il y a eu un décret qui a été signé début 2012, disant par exemple que les sociétés qui opéraient dans le domaine des TIC ne devaient pas passer par les avis d'appel d'offres. Et nous voyons énormément de sociétés qui aujourd'hui ont des soucis avec le fait d'appliquer ces décrets-là. Donc c'est très difficile en fait pour nous aujourd'hui de nous battre pour essayer de nous imposer
en tant que société algérienne, sans compter qu'en général, les sociétés ont tendance à préférer les prestataires de services français. Est-ce que le FCE se bat aujourd'hui auprès du gouvernement pour faire accepter des conditions, pour éviter, comme le dit Rossa Ben Sharif, que ce soit toujours les étrangers qui soient favorisés, Nassim Kadjoudj? Est-ce que c'est toujours les étrangers qui sont favorisés? Alors, vous avez, bon, il y a deux choses. Il faut regarder les chiffres. D'abord, d'une part, quand sur le plan de l'activité, comme celle de monsieur sur la partie service, on va terminer l'année, grosso modo, entre 11 et 12 milliards d'importations de services. Donc, ça vous donne à peu près un aperçu de la masse de services qui sont importés, tout domaine confondu, dont à peu près 50%, si mes souvenirs sont bons, on est aux alentours de 6 milliards pour Sonatrach seulement. Donc ça vous donne un aperçu de tout ce qu'on importe comme service et le recours à l'expertise internationale. Maintenant, sur le plan du FCE, nous appelons de nos voeux depuis des années une forme de ce qu'appellent les Américains le Small Business Act, c'est-à-dire une mise en place réglementée et volontaire de recours à la PME algérienne en matière de services et de prestations sous la forme d'un quota. Ça, aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle le SBA, donc le Small Business Act, qui est une loi qui oblige chaque entreprise gouvernementale dans les différents États, donc c'est une loi fédérale, à recourir à 40% de leurs dépenses en matière des PME de l'État, c'est-à-dire des PME locales. Donc nous, on milite pour essayer de faire en sorte de mettre en place une réglementation équivalente, bien sûr, selon les secteurs d'activité, selon les cas, mais en tout cas qui oblige, ou en tout cas qui fasse en sorte qu'il y ait des quotas qui soient alloués majoritairement aux entreprises algériennes. Comment expliquer, Malek Seraï, et comme le dit Rossa Ben Sharif, ce manque de connexion encore existant aujourd'hui entre les pouvoirs publics, les autorités économiques et les jeunes chefs d'entreprise? Pourquoi est-ce qu'on ne les écoute pas assez? Pourquoi est-ce qu'on ne facilite pas la tâche? Est-ce que c'est uniquement la bureaucratie? Je souhaiterais quand même apporter un correctif. J'ai dit par comparaison à ce qui se passe en face de nous. En Europe, le taux me semble assez intéressant. Est-ce que la comparaison avec l'Europe est nécessaire dans ce cas précis? Oui, elle est nécessaire parce que nous avons une tendance à aller vers l'Europe. Nous avons. C'est un contexte différent, non? Non, mais nous sommes obligés d'aller vers l'Europe. Nous avons un rendez-vous en l'an 2022-2025. Le marché algérien sera partie intégrante du marché européen. Nous devons donc faire en sorte. Néanmoins, il y a deux raisons essentielles. D'abord, l'entreprise privée ne participe pas suffisamment au développement économique parce qu'elle-même, elle souffre d'un environnement hostile, bureaucrate, corrompu par moments. Et l'entreprise publique, elle est malade, elle est déficitaire, elle reçoit sans arrêt des aides de l'État, ce qui explique effectivement, vous avez raison, l'État continue, malheureusement, le budget continue à verser de l'argent. Et c'est d'ailleurs très dangereux. Il ne faut pas qu'on continue à faire appel au trésor public pour développer la croissance. Il faut raviver l'intérêt des sociétés privées, il faut leur donner plus de moyens. Il faut surtout nettoyer tout ce parrainage bureaucratique tout autour pour laisser l'entreprise privée qui est très intelligente, qui maintenant recrute du personnel compétent, des jeunes, de bonne formation. Et je crois que c'est là la solution. La solution, c'est dans le recrutement des personnels, dans une formation spécialisée, dans les métiers. Il faut donner plus de caractère à ces jeunes-là qui arrivent sur le marché, en leur donnant des spécialités selon donc les besoins. Monsieur Kadjoudj dit maintenant, vous dites que allez-y. Maintenant, vous dites qu'il n'y a pas suffisamment de connexion. C'est vrai. Le message politique, il est excellent. Les orientations politiques sont très bonnes. Elles sont saines. Mais quand il s'agit de l'application, c'est autre chose. Pourquoi autre chose? Toujours autre chose? Écoutez, je peux vous donner une dernière expérience. Nous avons été avec la CIPA et le GTA au printemps auprès de Radaya pour lancer un peu les opérations d'investissement dans le Grand Sud. Et depuis, nous avons notre éclairage, c'est qu'il ne fallait pas rester au niveau de Gardaya, mais il fallait faire tout le Grand Sud algérien. Qu'est-ce que nous avons constaté? Qu'il y a un phénomène de réceptivité extraordinaire au niveau des hauts responsables. Les ministres, les walis, tout le monde applaudit, tout le monde vous reçoit très très bien. Très très bien. D'ailleurs, depuis, on a lancé pratiquement 50 projets d'investissement dans les pays, dans les wilayas du Sud, grâce à cette nouvelle loi, enfin la fameuse circulaire de mars 2013, qui donne plus d'avantages fiscaux et de crédits à ceux qui veulent investir dans le Grand Sud. Il y a même 10 ans de dégrèvement fiscal. Qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau des walis, au niveau des ministres, on vous reçoit très très bien. Mais dès qu'on descend plus bas,
malheureusement, mais encore des problèmes de bureaucratie. On vous demande tas de papiers, on vous demande par exemple même votre compte bancaire si vous avez suffisamment d'argent. Moi je dis, ça c'est une affaire strictement personnelle. On n'a pas à fouiller dans les comptes des personnes qui veulent investir. Mais malheureusement, on continue à le demander. Et vous faites partie, Malek Serraï, parmi les personnes qui conseillent un peu le gouvernement, qui donnent son avis pour aider à trouver des solutions. Quelles sont aujourd'hui les solutions à trouver pour lutter contre la bureaucratie? Le Premier ministre a parlé d'une guerre menée contre la bureaucratie. À l'intérieur du gouvernement. Mais je suis dans l'entourage, je vois tout le monde, j'en parle, Dieu merci. On vous entend, on vous écoute. Ah oui, ils sont obligés de nous écouter. Et par moments, on les blesse. Par moments, les gens veulent même vous boycotter. Par moments, il y a des ordres. Je sais qu'il y a des ordres. Ne le laissez pas trop parler parce qu'il nous crée des problèmes, parce qu'il dit des vérités. Et nous, on ne peut pas faire face à toutes ces vérités-là. Mais c'est dans l'intérêt national, ce qu'on dit. Et donc il faudrait alléger définitivement cette bureaucratie qui fait beaucoup de mal à l'entreprise privée. Et surtout, que nous avons une jeune génération qui arrive, très propre, intègre, très qualifiée. Et si on met en face d'elle une bureaucratie, ça va exploser. Alors, la génération propre et intègre, Rossam Ben Sharif, on va parler de bureaucratie, puisque tout le monde en parle en tant que jeune chef d'entreprise. Est-ce que vous la subissez encore? Ah, mais on la subit tous les jours. Tous les jours, absolument. Je vais vous donner des exemples concrets. On a séparé, par exemple, au niveau du registre de commerce, l'activité d'importation, par exemple, avec l'activité de service. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un seul registre de commerce, le registre de commerce autorise la mise en place, en fait, de 17 codes d'activité. Le problème, c'est que quand on arrive à avoir ou on veut ajouter une activité d'importation, on nous oblige à séparer les registres de commerce. Séparer les registres de commerce veut dire qu'il nous faut une seconde adresse. Ce qui veut dire que j'ai été obligé à un moment donné, parce que nous lançons un certain nombre d'activités qui nécessitent que nous importions du matériel, on m'a demandé en fait une seconde adresse. Le problème, c'est que je n'ai pas besoin de cette seconde adresse. Que vais-je faire avec... Alors, une seconde adresse veut dire que je dois mobiliser des fonds, c'est une totale aberration, mais c'est pas tout. Je dois mobiliser des fonds. Vous savez qu'en Algérie, quand on loue un local, on doit payer une année d'avance. Cash. Donc ça crée d'énormes problèmes de trésorerie. La problématique, c'est que j'ai besoin de payer aujourd'hui pour me mettre à jour ou pour être en règle et pour pouvoir proposer mon service de manière totalement réglementaire. Heureusement, bien évidemment, je salue l'ANPT et ce qu'a fait l'État avec le cyberpark qui nous permet de payer mensuellement notre location, le tout est déclaré. Parce qu'il y a aussi un problème de déclaration. Souvent, on loue un local, on nous demande de ne déclarer que 30%, ce qui nous donne une problématique pour justifier ça sur le plan comptable. Donc, les problèmes sont multiples. Ce qu'il y a, c'est que nous avions, par exemple, énormément d'activités dans le domaine du service. Une fois qu'on crée le nouveau registre de commerce, on doit faire basculer les codes de service vers le nouveau registre de commerce. Le nouveau registre de commerce est en fait la moitié d'un registre de commerce et il ne supporte que 9 codes. Ce qui veut dire que si j'ai plus de 9 codes, voilà, il est plus petit. Si j'ai un 10e code, il va falloir que j'ai une 3e adresse pour pouvoir maintenir les codes que j'avais déjà au début. Et donc, comment vous faites pour contourner ou pour supporter tout ça? On subit. Il n'y a pas de moyen au quotidien. Il ne faut pas subir, il faut faire des propositions techniques propres à ce que le centre de commerce, le commerce change carrément la manière. À qui exactement? À la direction générale du commerce. Moi-même, j'ai fait des propositions par écrit, mais à travers la presse pour dire c'est pas comme ça qu'on fait le commerce, il faut le changer. Notamment dans le cadre de la nouvelle régulation du commerce extérieur. On va laisser M. Bécharif poursuivre. Il y a des techniques. On va revenir. Allez-y, M. Bécharif, poursuivez. Moi, je suis ouvert à toute proposition. Si nous pouvions collaborer, que vous pouvez nous ouvrir quelques portes pour permettre de faire arriver le message et amener ces changements qui seront de toutes les façons bénéfiques pour l'ensemble des PME. Pour toute l'Algérie. Le message est passé. Nassim Khertouche, vous aussi, vous dirigez une entreprise, NetSkills, spécialisée dans les services de télécommunications et d'Internet. Est-ce que vous subissez aussi au quotidien, puisque vous vous retrouvez un peu dans les difficultés que rencontre M. Ben Sharif? Oui, je pense qu'on peut le résumer sur trois grands... Même le vice-président du FCE subit ces problèmes bureaucratiques. Enfin, le vice-président du FCE n'est qu'un chef d'entreprise comme les autres. Absolument. En gros, c'est toujours le problème d'accès au financement, parce qu'on est dans des secteurs d'activité où, effectivement, comme disait mon collègue, les financements sont... on ne finance pas l'intangible, donc c'est compliqué de financer les services et la matière grise. Donc c'est un problème d'accès au financement.
et d'instruments de financement qui sont insuffisants pour notre secteur. Les nouvelles technologies et en général les projets qui sont dans le domaine technologique sont des domaines, comme disaient les anglo-saxons, très cash intensive. Ça veut dire qu'ils nécessitent énormément d'appels de cash au départ, c'est-à-dire qu'il faut toujours injecter pour pouvoir gagner de l'argent de manière très régulière. Et donc, quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs dans les différentes startups, on a tendance à fantasmer un peu sur Google, Facebook, etc. Mais quand on regarde leur parcours, durant les 10 premières années de leur vie, systématiquement, à des périodes très précises au départ, avant de gagner de l'argent, il y a eu des injections de plusieurs dizaines de millions de dollars qui ont été faites régulièrement pour faire en sorte que l'argent rentre. Donc il y a ce problème-là, et puis il y a le deuxième problème qui est, à mon sens, plus grave parce que celui-ci est irrationnel, c'est le problème de confiance. On a un vrai souci de confiance, de relation de confiance entre la PME privée et ce qu'on peut appeler la sphère bureaucratique et les pouvoirs publics, qui est totalement indépendante de la volonté politique. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une volonté politique affichée de considérer que l'entreprise algérienne est une et qu'il n'y a pas de discrimination entre le public et le privé. Et dans les faits, vous avez un vrai souci de confiance dans la mise en œuvre, que ce soit au niveau des administrations ou des institutions, où dès que vous avez un privé en face, c'est un privé. Est-ce que les PME sont les mal aimés des pouvoirs publics ou du gouvernement aujourd'hui? Mal comprises plutôt? Je pense que ça reste pas forcément mal aimé, c'est plus de la méfiance. C'est-à-dire qu'il y a une relation de défiance qui fait que on associe encore le privé à celui qui veut gagner de l'argent. Absolument. D'abord, qui veut gagner de l'argent, facile. Voilà. Qui n'aime que l'argent. C'est pas qu'il veut vouloir gagner de l'argent. Je pense qu'il n'y a pas un Algérien en Algérie qui veut pas gagner de l'argent. Comment vous répondez à cette accusation? Simplement, allez-y brièvement, allez-y bien sûr. Donc je pense qu'il y a ce fantasme qui est qu'on regarde le privé encore comme quelqu'un qui n'aime que l'argent, qui ne déclare pas ses employés, qui escroque les impôts, qui emprunte de l'argent à la banque qui ne rembourse pas. Donc il y a encore ce fantasme-là qui fait qu'il y a toujours une relation de défiance. Et je pense que le principal obstacle, c'est d'essayer de faire en sorte de casser cette dynamique de défiance et de la transformer en relation de confiance. Alors Rossa Ben Sharif, est-ce que vous êtes ce jeune chef d'entreprise qui ne pense qu'à l'argent, qui exploite aussi ses employés, comme le dit Nassim Gatouche, comme l'image qu'on veut donner aujourd'hui aux jeunes chefs d'entreprise? C'est pour ça que je suis venu sans mon fouet aujourd'hui. Non, ce qu'il y a, c'est que je rejoins totalement ce que disait mon collègue. Il y a effectivement un problème de perception des pouvoirs publics par rapport à la PME privée. En ce qui nous concerne, par exemple, on n'a pas accès aux facilités qui sont offertes, par exemple, par l'ANSEJ aux porteurs de projets. Pourtant, on est venu, on a créé nos entreprises avec nos propres fonds. Donc on n'a pas demandé à l'État de nous donner de l'argent pour créer nos propres entreprises. On les a créées avec nos propres fonds. On veille à essayer de recruter notamment des jeunes personnes qui soient qualifiées. Donc on va les chercher au niveau des universités. Et on n'a pas accès en fait à un certain nombre de facilités qui sont offertes à de jeunes personnes qui ne vont pas utiliser cet argent dans des domaines qui sont forcément porteurs. Quel message vous voulez aujourd'hui faire porter aux autorités? Profitez de la présence de Malek Serra, il est un peu proche des décideurs, si on peut dire. Voilà. Quel message est-ce que vous pouvez faire passer aujourd'hui en tant que jeune chef d'entreprise? Personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de promesses qui sont faites. La première des choses, c'est qu'il y ait en fait un meilleur système de gouvernance qui permette de vérifier que ce qui a été ordonné soit réellement appliqué sur le terrain, ce qui n'existe pas. Il y a un gouffre énorme entre ce que nous entendons, des pouvoirs publics et ce que nous retrouvons sur le terrain. Souvent, nous sommes confrontés à des gens on leur dit, ça a été annoncé par le ministre, nous n'avons pas reçu de note. Le système de gouvernance? Système de gouvernance, mais avant le système de gouvernance, il y a un problème culturel très profond. Et il faudrait, quand on discute culture, il faut que les gens se cultivent, les gens s'ouvrent un peu à la négociation, s'ouvrent à la consultation, s'ouvrent à l'écoute des spécialistes dans tous les secteurs. Si on arrive à s'écouter mutuellement à très haut niveau pour parfaire nos connaissances, on va ouvrir pas mal de portes fermées et on va obliger aussi tous ceux et toutes celles qui vivent de cette bureaucratie de s'écarter tant soit peu et commencer à être plus positifs. Mais en tout cas, les effets existent maintenant. Moi, je le sens personnellement. Je ne donne aucune fleur à personne, mais je le sens. Depuis un certain moment, il y a une meilleure ambiance.
Franchement, il y a même une certaine fraternisation. Par exemple, j'ai appelé un chef de daïra pour un dossier d'investissement. Je lui ai dit, d'après le dossier, il me faut une carte nationale d'identité, photocopie de carte nationale d'identité, légalisée. Il m'a dit, non, 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 c'est plus la peine de légaliser, on a reçu des ordres, allez-y, simplifiez les choses, on va vous donner le papier. Rossam El Sharif, oui. Des petits exemples comme ça qui donnent déjà dire un truc une lueur d'espoir, d'amélioration des services de l'État. Oui, je pense quand même que cette culture doit être amenée d'abord par la gouvernance. Oui. Si aujourd'hui il y a ce système de gouvernance qui fait qu'aujourd'hui quand on donne un ordre, on vérifie que cet ordre est appliqué, eh bien les cultures vont changer. Merci. Parce que les gens appellent l'autre, ou le vice-versa. Merci à vous. On passe à présent à la deuxième partie de Controverse. Alors, la mécanique, la santé, l'agroalimentaire, ce sont entre autres des domaines de coopération que l'Algérie et ses partenaires veulent développer. Où en sommes-nous aujourd'hui? Avons-nous un climat d'affaires propice aux investissements étrangers? On regarde le compte rendu du Forum économique algéro-français qui s'est déroulé donc la semaine dernière. Compte rendu de Saoussen Sebiane. C'est la première fois depuis des années que la France perd sa place de premier fournisseur du marché algérien des biens à l'importation. Cette percée chinoise a certes fait dégringoler les entreprises françaises, mais les produits made in France comptent bien revenir en force, selon la responsable du secteur, convaincue que le pays regagnera sa place. La France entend rester à la première place des partenaires économiques de l'Algérie. Mais nous ne craignons pas la concurrence. Nous savons qu'elle existe. Aucune place n'est acquise, nous le savons aussi. Sortir d'une relation économique basée sur le commerce, la volonté est affichée par les deux parties, algérienne et française. Une fois les objectifs affinés, il va falloir passer à l'acte. Les affaires, c'est aussi une question d'opportunité. Certaines entreprises françaises ont fait le pas depuis bien longtemps. Écoutez, moi je fais partie des gens plutôt optimistes qui, d'abord je suis expatrié depuis 20 ans, hein, donc j'ai fait 4 pays avant de venir en Algérie, je suis en Algérie depuis 8 ans, et par rapport à mes 3 pays précédents, je peux dire que l'Algérie est un pays beaucoup plus propice aux investissements, et je peux dire que depuis 8 ans je n'ai rencontré que des réussites. Hein. Finalement, quand on vient avec un projet honnête, transparent, d'intérêt général, tout le monde est là pour vous aider. Du côté français, le marché est propice aux produits algériens sur le marché. La réussite du partenariat entre l'Algérie et la France est une évidence. Néanmoins, les ministres concernés appellent les investisseurs étrangers à entreprendre outre-mer pour un véritable partenariat gagnant-gagnant. Ce qu'il faut aussi, c'est qu'il y ait des investisseurs algériens en France. Parce que moi, je crois au partenariat des deux côtés, gagnant-gagnant. Et je pense qu'il doit y avoir la réciproque. Je pense que ça doit se faire sur un pied d'égalité. Mon rêve personnel, il est un petit peu sentimental, c'est vrai, vous me le pardonnerez, c'est de voir une grande entreprise algérienne venir distribuer des produits en France, et c'est aux États d'ouvrir les portes, d'ouvrir les fenêtres. La partie algérienne est confiante, des projets sont en cours de finalisation entre Alger et Paris. Cette rencontre devra permettre de confirmer la réalisation de ces investissements communs sur le terrain. Alors comme vous venez de voir, c'est le grand amour entre l'Algérie et la France. Exception faite pour le petit incident du président français. Nous y reviendrons lors de la troisième partie. Nous reviendrons aussi à vous, Malek Serraï. Première remarque, alors nous venons d'entendre le directeur général de Sanofi Algérie qui dit que tout ne va pas aussi mal, Nassim Gerdouch. Est-ce que tout ne va pas aussi mal? On n'a jamais dit que tout allait mal. Le FCE dit que ça ne va pas très bien. Le FCE dit qu'il y a des choses à améliorer, c'est tout à fait normal et on est dans notre rôle de faire en sorte de faire progresser les choses, mais tout ne va pas bien. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer de façon positive. Tout ne va pas mal, vous le dire. Tout ne va pas mal et tout ne va pas bien. Bah aussi. Ouais. Donc après, charge à nous aussi, on est une organisation patronale qui est là pour faire en sorte que le climat des affaires s'améliore. Donc on essaye de faire en sorte de pointer, forcément on a tendance à pointer plus ce qui ne va pas que le contraire. Quel terme pouvez-vous utiliser pour qualifier aujourd'hui le climat d'affaires en Algérie? Si on pouvait choisir un mot, ce serait lequel? La bureaucratie. Je pense que le climat d'affaires aujourd'hui est fortement pénalisé par deux éléments essentiels qui sont la bureaucratie. Est-ce que les entreprises doivent passer par la case bureaucratie pour pouvoir se développer ou créer son c'est une obligation, c'est un passage obligé. Donc forcément, vous avez, que ce soit dans le domaine du foncier, que ce soit dans le domaine du financement, que ce soit dans le domaine de tout ce qui est recours à l'administration, c'est un vrai sujet. Donc c'est un problème de fond, notamment tout ce qui est autorisation également. D'une part, et d'autre part, vous avez la question de l'informel qui reste un sujet très sensible. Alors, on parle souvent, Nassim Gerdouch, très souvent de la fameuse règle du 51%, 49%. On en parle depuis des années. Le FCE est contre.
Est-ce que vous êtes toujours contre? Est-ce que vous estimez que cette règle reste un obstacle solide au développement des investissements privés en Algérie? Alors, le FCE n'est pas contre la règle des 49-51. Le FCE souhaite que cette règle fasse l'objet d'un certain nombre d'assouplissements et d'aménagements. Pour une raison très simple, qui est une raison plutôt technique et pas forcément de principe. Lorsque vous avez un grand groupe qui est international, qui est une entreprise qui est cotée en bourse, que ce soit la bourse de Paris, New York ou Londres, et qui souhaite s'implanter en Algérie, si elle a une participation minoritaire, à moins de 51% dans une filiale qui serait installée en Algérie, elle ne peut pas consolider les résultats de cette filiale parce qu'elle est minoritaire au niveau de ses résultats. Ça veut dire que tout le chiffre d'affaires qui va être généré si l'entreprise, parce qu'elle est cotée en bourse, ne pourra pas être consolidé. Donc vous avez un problème technique qui fait que tous les investissements qui vont être réalisés ne pourront pas être reconsolidés au niveau du groupe. Donc ça, c'est un problème sur les grandes entreprises du CAC 40. Sur la PME, le problème ne se pose pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, dans l'ensemble, c'est une règle qui va permettre, et qui est dans un certain nombre de secteurs, de faire en sorte que les investissements se fassent conjointement, qu'il y ait des liens qui se créent, etc. Nous, on n'est pas contre la règle, on est contre le caractère rigide et totalement manichéen de cette règle, tous secteurs confondus et toutes conditions. On considère qu'il y a des secteurs stratégiques sur lesquels il faut maintenir cette règle. Et on considère que sur d'autres secteurs, il faut essayer de trouver des moyens d'assouplir. Est-ce que vous considérez, par exemple, que les autorités aident les investisseurs algériens à développer leur activité? On va parler, si vous voulez bien, du cas Arcofina FAO. Est-ce que vous pensez que l'attitude du gouvernement algérien était négative envers Abdullah Brahim? Je ne crois pas qu'il y ait eu d'attitude particulière, qu'elle soit négative ou positive. Vous avez, dans ce cas précis, un entrepreneur qui est un grand patron qui est connu et reconnu en Algérie pour ce qu'il a fait et ses réalisations, qui décide de se lancer dans une industrie, qui a aussi quitté le FCE, qui a créé sa propre organisation, son propre syndicat, oui. Et qui annonce qu'il veut s'associer pour se lancer dans l'industrie automobile. Donc pour l'instant, on est au statut d'annonce. Est-ce qu'il y a une exclusivité qui a été accordée réellement à Renault pour 3 ans? L'État dit que non. Oui. L'État dit que non? Oui. Oui? Non. Ils ont accordé 5 ans. Ensuite, sous notre pression, nous étions nombreux, ils ont renégocié. Ça a été rabaissé à 3 ans. À 3 ans, en utilisant, soi-disant, je répète les mots d'un ministre. Oui. C'était M. Chif-Rahmani, je le dis. Parce qu'il m'a dit à Blida, en face de M. Ex-ministre, il faut le préciser. Ex-ministre de l'Industrie, il me l'a dit à Blida, en présence de M. Loué de Blida, parce que j'avais dans une déclaration de presse dit c'est pas un projet à hauteur de l'Algérie. Celui de Renault? Oui, quand on a accordé 5 ans. Et il m'a dit que nous avons renégocié, nous avons utilisé du lobby algérien, il en existe, et du lobby français, nos amis, pour réduire ça à 5 ans. Mais moi, je voudrais revenir, si vous dans ce cas précis, excusez-moi, dans ce cas précis, le chinois FAO ne pourrait pas implanter son usine en Algérie avant 3 ans. Avant 3 ans, normalement. Alors, sauf si entre-temps, ils ont négocié discrètement, je n'en sais rien. Allez-y, monsieur Gazout, si vous permettez, laissez-moi parce que je voulais corriger cette histoire de rencontre des Français avec le gouvernement algérien. Quand on a vu la liste des participants, j'ai reçu énormément d'appels de l'intérieur du pays pour me dire, monsieur Serrail, qu'est-ce qui se passe autour de monsieur le Premier ministre? Il se fait entourer par une équipe très restreinte. C'est pas ça l'Algérie industrielle, c'est pas ça l'Algérie représentée, ce n'est pas l'Algérie financière. Pourquoi limitons la rencontre de quelques Algériens par rapport aux sociétés étrangères qui arrivent? Il faudrait dispatcher, il faudrait ouvrir le dialogue à d'autres opérateurs privés qui sont surtout à l'intérieur du pays. Il y a de nombreux opérateurs très connus, très efficaces, très modernes dans leur conception qui n'ont pas pu participer. On a même appelé, j'ai même testé personnellement, j'ai appelé, on m'a dit désolé, la liste est fermée. Vous ne pouvez pas participer. C'est inadmissible. Vous avez appelé quand? J'ai appelé avant. C'est inadmissible que le Premier ministre se fasse enfermer dans un cercle. Je le dis au Premier ministre, c'est l'appel. Il se laisse enfermer avec une petite équipe, alors que l'Algérie est beaucoup plus large, elle est beaucoup plus diversifiée. Il y a énormément de capacités qui sont absentes et les gens appellent. Je peux vous donner la liste que j'ai reçue, c'est énorme. C'est tout l'intérieur du pays qui a appelé. Pour dire qu'est-ce qui se passe. Libérer l'entreprise. Libérer l'entreprise déjà à travers ça. Ça, c'est la première remarque. Oui, la deuxième remarque, il faut qu'on arrête, sur le plan même psychologique et de communication, pour dire que si on doit relancer l'investissement, parce qu'on a l'impression, c'est une idée qui est en train de se dessiner. C'est à travers les associations avec les étrangers. Non, il faut d'abord compter sur nous-mêmes. Oh, tabarakallah. Regardez l'exemple extraordinaire devant nous. Il faut d'abord compter sur la capacité nationale, l'intelligence nationale, la finance internationale, parce qu'il y a de l'argent, pour ensuite
Appelez les étrangers dans le cas complémentaire. Parce que si on dort sur nos lauriers pour dire que l'industrie, la relance de l'industrie va se faire seulement avec les entreprises mixtes, c'est pas normal. C'est vrai que nous avons réussi, par exemple, dans l'agroalimentaire. Les meilleures sociétés actuelles qui travaillent, qui ont réussi, ce sont les sociétés qui sont installées avec les sociétés étrangères. Mais ce n'est pas la philosophie du pays, ce n'est pas ça le pays. L'Algérie n'a pas une absence de cadre, n'a pas une absence d'idées pour attendre à ce que Pierre, Paul et Shinpa, je ne sais pas qui, viennent nous aider à relancer l'industrie. Il faut d'abord faire confiance à ces gens-là. Voilà, nous avons des capacités nationales. On va revenir à ces gens-là. À qui il faut donner confiance. Si vous voulez bien, on va revenir à ces gens-là. Je pense que M. Kerdouche, vous êtes la personne adéquate pour répondre à M. Serrail sur l'organisation de ce forum d'affaires algéro-français, parce qu'il a été organisé en partie par le FCE. Voilà. Et c'est une répétition d'autres avant, il n'y a pas que ça. Alors, M. Serrail dit Moi, je regarde toute l'Algérie, je ne regarde pas un groupe d'opérateurs économiques. C'est exactement la même réaction que j'ai eue avec la CEPA. Quand la CEPA s'est ramenée pardon, il y a des explications en fait. Quand la CEPA s'est ramenée et ils ont fait un très bon travail à Ghardaya, moi immédiatement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir les sages de Ghardaya pour leur dire, écoutez, vous faites partie prenante. On ne peut pas investir sans vous. On a besoin des gens de l'intérieur du pays. Donc j'ai été vers les gens de l'intérieur. C'est la même philosophie que je voudrais développer. Il faudrait qu'on respecte tous ces gens-là qui sont absents. On laisse M. Kerdouche répondre. Qui sont à l'intérieur, qui sont à Ghardaya, qui sont à Illizi, qui sont... Il ne faut pas les oublier. Merci. Si vous restez au niveau de Harrach... Non, c'est très important. C'est très important. Je ne peux pas faire... Vous avez dépassé votre temps de parole. Je ne peux pas faire passer ce truc. Si on reste entre Al-Harrach, les deux ou trois zones d'Alger, Blida... Et on oublie le reste, c'est pas ça l'Algérie. Le message est passé, M. Kerdouche. Il faut parler Algérie complète et totale et diversifiée. Vous avez organisé le forum algéro-français. M. Serrail dit que la sélection des chefs d'entreprise n'était pas assez large. Est-ce que vous avez exclu des chefs d'entreprise de l'intérieur du pays, sans le faire exprès peut-être, comme le dit M. Serrail? Allez-y. Non, pour la parenthèse, juste pour préciser un certain nombre de points, concernant cette rencontre, c'est une rencontre qui a été faite, c'est une rencontre économique qui a été organisée en marge de la visite du Premier ministre. C'est-à-dire que ce n'est pas une rencontre qui est organisée au niveau des États. Cette rencontre est la 7e du genre, qui est une rencontre organisée entre le Forum des chefs d'entreprise et son correspondant français, qui est le patronat français, le patronat français seulement. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres patronats algériens qui étaient conviés? La délégation française était une délégation du MEDEF. C'était une délégation de patrons français qui était conduite par le MEDEF. Et en face, il n'y avait que le FCE? Et à chaque fois que le MEDEF vient en Algérie, il contacte le FCE, qui est son correspondant, pour lui dire, voilà, nous allons venir et on aimerait organiser une rencontre avec vous. Donc c'est une rencontre qui se fait traditionnellement entre le patronat français et le Forum des chefs d'entreprise, dans un cadre où nous essayons au maximum d'élargir, puisque nous avons eu 800 inscrits sur cette rencontre, et sur les 800 inscrits, donc il y avait 600 invités qui n'étaient pas membres du Forum des chefs d'entreprise. Donc est-ce qu'il y avait des représentants? Les trois quarts des invités et des gens... Alors, nous, on n'a pas invité. Nous avons organisé... D'après les appels que j'ai reçus, les lettres et des gens connus. Nous n'avons pas invité. Des gens connus qui reçoivent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est ça cercle fermé? Ils ont étouffé le Premier ministre. Ils ne savent pas. Il faut qu'il lève la tête, il va autour de lui. Quels sont ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils représentent comme potentiel industriel? Comme potentiel humain, comme couverture géographique de la nation. Hier, j'étais à Tizi Ouzou et les gens respectaient à Tizi Ouzou. Non, moi je ne suis pas contre X, Y. Non, moi je réfléchis national. J'ai toujours réfléchi national. Il faut donner la parole, il faut donner la chance à tous les Algériens qui sont intelligents, qui ont une capacité d'entreprendre. Vous posez une question, M. Serrail, je vous ai la chance d'avoir la réponse. Allez-y. Allez-y. Je vais juste terminer, si vous permettez. Donc le Forum des chefs d'entreprise et l'hôtel Horaci dans lequel a été organisée la rencontre a des capacités limitées. Nous avons des capacités limitées parce que nous supportons l'investissement complet de l'organisation de cette rencontre. C'est le Forum qui paye la totalité de cette rencontre. Ça, je vous le dis, parce que j'ai vu passer. J'ai vu passer les factures et je peux vous dire que ça coûte très très cher d'organiser une rencontre de ce type-là. Donc l'ensemble des frais de l'organisation de cette rencontre ont été supportés par le Forum des chefs d'entreprise. Nous n'avons pas invité, nous avons publié cette rencontre-là au niveau de tous les contacts et le réseau et les relais au niveau de l'administration, des organisations patronales. Nous avons invité toutes les organisations patronales. Donc toutes les organisations patronales ont reçu des invitations pour leurs membres. Maintenant, la liste était arrêtée à 800. On ne pouvait pas faire plus en termes de capacité.
Donc, à partir de 800, les inscriptions étaient arrêtées. Donc il n'y a pas d'exclusion. Non, après vous avez d'autres patronats présents en plus du FCE. Nous avons invité les patronats, toutes les organisations, enfin tout ce qui est administration, toutes les organisations étaient invitées. Donc SIPA, tout. Enfin, on le fait systématiquement ce genre de rencontre. Alors juste est-ce que le ministère de je précise même, donc en dehors des administrations évidemment qui ont été invitées, le secrétaire général de l'UGTA a été présent puisqu'il a été aussi invité et il a même eu la parole. Donc il a pu s'exprimer. Donc simplement pour expliquer en termes d'exclusion, il n'y a pas d'exclusion. Et puis maintenant vous avez dit, ce qui est vrai, que les chefs d'entreprise, Alger c'est pas l'Algérie, ça c'est ce qu'on répète tous les jours. Régalia Louiba c'est pas l'Algérie. Je rappelle simplement à nos amis téléspectateurs que nous avons au niveau du forum des chefs d'entreprise, nous organisons systématiquement chaque année au minimum une douzaine de sorties sur le territoire national, du président du Forum des chefs d'entreprise avec tous les membres du conseil exécutif. On est allé à Hassim Saoud, on est allé à Tlemcen, on est allé à Oran, on est allé à Sétif, on est allé à Guelma, on est allé à Annaba. Donc, et à chaque fois, on emmène avec nous la presse, on emmène avec nous le chef d'entreprise et on organise des rencontres sur place pour faire en sorte de médiatiser et de présenter et de mettre en valeur le tissu industriel régional. Donc, c'est la dernière des choses qu'on fait, c'est rester algérois. Rosamel Jerif, est-ce que vous auriez aimé prendre part à cette rencontre algéro-française ou être en contact avec des opérateurs français? Personnellement, non. Ça va peut-être étonner nos téléspectateurs, mais je pense qu'il y a énormément à faire aujourd'hui ici et personnellement, je me bats pour essayer de démontrer que l'Algérien sait faire, l'Algérien peut faire. L'Algérien réussit à l'étranger. Je ne vois pas pourquoi il ne réussirait pas en Algérie. Mais en matière d'expérience, vous ne pensez pas que ce serait bénéfique? Écoutez, les Algériens, personnellement, nous sommes dans le consulting par exemple et dans la formation. Nous faisons intervenir des consultants qui viennent de l'étranger et nous privilégions toujours la compétence algérienne lorsqu'elle est équivalente à la compétence étrangère. Donc, elle est facturée moins cher. Le problème, c'est que on est moins cher quel que soit X. Par contre, au niveau des opérateurs économiques qui sont nos clients, ils ont souvent du mal à payer en fait un Algérien à un taux qui soit sensiblement le même, bien qu'il soit légèrement inférieur à ce qui se paie à l'international. Sans compter que ils n'ont pas à prendre en charge les billets d'avion, ils n'ont pas à prendre en charge l'hébergement, ils n'ont pas à prendre en charge la restauration, ni le transport de ces personnes sur place. Très bien. Monsieur Serra, vous avez une question? J'avais une question à poser à mon ami de FCE. Est-ce que, dans ces listes-là, est-ce que le ministère de l'Industrie... On va revenir aux listes. Non, le ministère de l'Industrie, le Premier ministre, et le ministère des Affaires étrangères, est-ce qu'ils regardent, ils ont droit de regard ou pas? Et j'arrête là. La réponse? Bien sûr. Ils nous transmettent même leur liste d'invités. D'accord. Donc, c'était votre réponse? Oui, d'accord, c'est très bon. Ça veut dire que... C'est-à-dire les Algériens, les industriels, les grands intelligents de ce pays qui n'ont pas pu assister, qui sont des Chaoui, des Krebaï, des Tlemcen, ils ont eu la réponse. Moi, j'ai posé la question pour que ces gens-là nous écoutent et qu'ils ont trouvé la réponse. À eux de voir comment. Parce que moi, personnellement, en tant que personne, je n'étais pas intéressé parce que je suis très occupé ailleurs. Ce n'est pas spécialement le marché français qui m'intéresse. J'ai d'autres missions à faire ailleurs, aux États-Unis, au Japon, en Corée, en Chine, etc., etc. En Allemagne surtout, j'ai beaucoup travaillé avec les Allemands, les Anglais. Pas spécialement le marché français, quoique je parle la langue française. Donc, ce n'est pas M. Serrail. Mais moi, M. Serrail parle de l'Algérie entière et profonde. Est-ce que vous avez été invité à ce forum, M. Serrail? Non. 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 Très bien. Pas du tout. Alors, on va revenir au débat, Nassim Kerdjouj, pour parler donc des investissements aujourd'hui en Algérie. C'est pas un problème pour moi. Oui, je comprends. On a parlé de bureaucratie, on a parlé d'autres problèmes qui se posent. Le foncier, on va parler d'un problème aussi très important, c'est celui de la corruption. Chez nous, on évoque souvent la corruption, signe de mauvaise gouvernance, quand vous avez parlé de gouvernance. Que préconise aujourd'hui le FCE contre ce phénomène, puisqu'on parle aussi des promesses du gouvernement? Vous savez, il y a dans le domaine de... La corruption est un sujet qui est toujours compliqué à appréhender, puisque on l'appréhende toujours du côté de... La corruption est quelque chose de très difficile à prouver et à justifier sur le plan juridique. Or, les instruments aujourd'hui qui sont mis en place pour lutter contre la corruption sont des instruments juridiques. C'est-à-dire qu'on dit, si on vous attrape la main dans le sac, vous aurez des problèmes. Encore faut-il qu'on attrape les gens la main dans le sac. Sur le plan macroéconomique, je vais peut-être vous choquer en vous disant ça, les économistes considèrent que, sur le plan macroéconomique, la corruption est un impôt comme un autre.
qu'il faut prendre en considération. Non, qu'il faut prendre en considération dans le paysage économique. Je ne dis pas qu'il faut l'accepter, mais dans tous les pays du monde, il y a dans le tissu économique, et je ne voudrais pas qu'on interprète mal mes propos, mais ce que je veux dire par là, techniquement, ce que je veux dire par là, c'est que sur le plan technique, si on reste purement technique, il ne faut pas considérer que la corruption est un sujet sur lequel qui peut être combattu à travers des instruments uniquement juridiques. Les gens qui sont à la recherche, je parle de la petite corruption, je ne parle pas sur les gros contrats, etc. Les gens qui sont à la recherche de compléments sur leur salaire, ça veut dire qu'à un moment donné, soit ils sont mal payés, soit ils considèrent qu'ils ne sont pas rémunérés à leur juste valeur, soit ils considèrent que c'est à eux d'aller chercher le complément. Donc le problème est à regarder à ce niveau-là, c'est-à-dire pas simplement sur le plan répressif, mais le problème est à regarder sur le plan de est-ce que nous payons à sa juste valeur toutes les compétences qui travaillent et est-ce que nous faisons en sorte que tout le monde puisse travailler de manière épanouie sans avoir à rechercher des sources de revenus qui sont illégales ou extra-juridiques. Rosa Melchari, vous avez parlé des difficultés un peu bureaucratiques que vous rencontrez tous les jours. Est-ce que, à un moment ou à un autre, on vous a demandé implicitement ou explicitement de payer quelque chose? Non. Donc je n'ai jamais été confronté directement à ce fléau. Ce qu'il y a, c'est que je rejoins parfaitement ce qu'a dit mon collègue, M. Kerjouj, sur justement, il y a une adéquation entre le niveau des salaires et la perception qu'ont les pouvoirs publics de ce que vaut la compétence algérienne et de la manière dont ces Algériens vont pouvoir vivre en Algérie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait de l'Algérie une société de consommation. Par contre, les salaires aujourd'hui, non seulement on a enlevé le crédit à la consommation, mais en plus, les salaires ne permettent pas aujourd'hui aux gens de pouvoir réellement assouvir tous ces désirs qui sont créés par la société de consommation. La deuxième des choses, c'est que je rejoins là ce que disait M. Serrail, c'est qu'il y a un problème culturel. Il y a 20 ans de cela, l'Algérien qui rendait service ou qui faisait simplement son travail, quand on voulait lui donner quelque chose ou lui faire un cadeau, c'était quelque chose de, c'était pas dans la culture de l'Algérien d'accepter un bakshish ou d'accepter quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est devenu au kahoté. Est-ce que vous avez été confronté, vous, est-ce qu'on vous a proposé à un moment ou à un autre de payer? Oui, ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé? Bien sûr. Alors, ce qui est grave en réalité, c'est que... Vous l'avez fait? Ah non, jamais. Non, jamais. C'est plus une question de principe et d'éducation, et j'aurais l'impression de... Si je le faisais, j'aurais l'impression de trahir mes parents. Ça, c'est très important pour moi. Donc non, sur le plan du principe, ça nous est arrivé à plusieurs reprises. On a perdu des contrats, on a dû renoncer à certains contrats pour ça. Mais ce qui est le plus désagréable aujourd'hui, c'est que la corruption a pris des proportions assez particulières. Ce n'est plus une contrepartie sur un pourcentage pour obtenir un contrat. C'est-à-dire que maintenant, dans certains organismes, pour vous faire payer une facture sur un travail qui a été réalisé, donc c'est juste pour aller chercher votre paiement, eh bien vous avez des sous-entendus qui vous disent voilà, si vous voulez que votre montant soit libéré, il faut envisager de donner un petit quelque chose. Donc maintenant ça se situe à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on est face à cette situation où les gens considèrent de plein droit, certains en tout cas considèrent de plein droit que pour faire leur travail, il faut qu'ils aient un extra. Donc ça veut dire que ça pose la question philosophique de savoir est-ce que le travail est bien rémunéré, est-ce que les gens ne surévaluent, est-ce que les gens eux-mêmes ne considèrent pas que leur travail n'est pas assez rémunéré, même si c'est faux. On a un vrai problème de productivité en Algérie. C'est-à-dire que, et juste pour terminer là-dessus, allez-y brièvement. Ce qui est réellement important, c'est que aujourd'hui, ça fait partie des facteurs qui fragilisent la PME. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un vrai souci sur... Si une PME veut rester entre guillemets sur le droit chemin, c'est une PME qui va rester extrêmement fragile et qui va être obligée soit de faire l'impasse sur un certain nombre de contrats, soit d'avoir des problèmes énormes pour essayer d'avoir son recouvrement. Merci M. Kerjouj. La corruption, un gros morceau, Malek Serrail. Un très gros morceau, ça gêne absolument tous les rapports économiques financiers entre l'entreprise et l'administration. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à mes invités. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé à un moment ou à un autre de payer, de passer à la caisse? Jamais de la vie. On vous l'a déjà proposé? Non, on n'ose pas. Pourquoi on n'ose pas? Pourquoi? Parce que je suis on a peur de vous? On a peur de moi. Pourquoi on a peur de moi? Parce que ça fait plus de 25 ans que je milite. Je suis un militant anticorruption et corrompu et corrupteur. Et je suis mal aimé par rapport à cela. Par les corrompus? Par les corrompus, bien sûr. Et j'ai même perdu de nombreux contrats, personnellement. AIC a perdu de nombreux contrats parce que nous refusons d'accepter certaines conditions. Et malheureusement, ce qui est malheureusement, c'est que nous avons fait perdre aussi à nos amis,
à qui on a apporté une assistance technique, on leur a fait indirectement perdre des contrats, parce que dès que nous sommes rentrés en jeu, on leur dit « vous avez avec vous X ». Il va nous casser, il va nous brûler, parce que récemment, une société espagnole qui négociait un gros marché auquel elle voulait injecter donc, le bakshish. Dès que j'étais appelé en tant qu'expert conseiller, dès qu'ils ont vu, ils se sont renseignés, ils ont dit non, stop. Non, celui-là, il va nous... Dès que je me suis mis en face de leur avocat... On ne peut pas dire le nom de cette entreprise. Non, je ne veux pas. Je veux pas parce qu'il y a des Algériens avec. Mais les Algériens avaient pris position avec moi. Il y avait aussi un Weli qui était en train de les aider. Immédiatement, il leur a dit, messieurs, vous prenez vos valises, vous partez. Monsieur Serrail, c'est notre expert national, connu, reconnu. Si vous n'acceptez pas ces recommandations sur le plan de la loi, sur le plan de la rédaction du texte, vous partez. Et ils ont pris leur bagage, ils sont partis. Merci Mike Serrail. Et Chokran Djazil, il a pris une position très forte. On passe à présent à la dernière partie de cette émission. C'est l'heure de l'interro photo. Le principe est simple, on va vous montrer 2 images et nous allons la commenter ensemble. On passe à la première image. Vous connaissez tous cet homme, c'est Abdelmoumen Rafiq Khalifa, condamné en 2007 à la prison à perpétuité pour corruption dans plusieurs affaires liées notamment à Khalifa Bank et Khalifa Airways. Il devrait être extradé ce vendredi en Algérie après avoir terminé tous les recours. On parle même de la cellule qui serait même prête à l'accueillir à la prison de Blida. Nassim Gerdoudj, c'était un des plus grands scandales politico-économico-financiers. Peut-on s'attendre à une autre affaire Khalifa ou est-ce que les esprits sont calmés depuis ? Non, je crois que les esprits sont calmés et surtout que l'économie a beaucoup évolué sur le plan de sa structure et de son mode de fonctionnement depuis 15 ans. Est-ce que c'est l'exemple du bon chef d'entreprise, Khalifa ? Est-ce qu'il était en contact avec le FCE ? Est-ce que vous l'avez côtoyé, connu ? Non. Comment est-ce que vous jugez son ascension ? Je ne l'ai pas connu. L'ascension a été fulgurante. Oui. Donc, la chute aussi. La chute aussi. Mais en général, c'est la caractéristique des ascensions fulgurantes, c'est la chute. Vous savez, il y a un proverbe chez les Américains qui dit quand vous montez, il faut toujours avoir le sourire parce que c'est les mêmes que vous croisez quand vous redescendez. Donc effectivement, mais maintenant, aujourd'hui, il faut voir, je crois que c'est une affaire qui a entraîné dans sa chute beaucoup de désespoir. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent, dans l'argent qu'ils ont placé dans les banques. Il y a des gens, j'attends toujours mon argent. Il y a des gens, donc je pense qu'il y a des gens qui sont en attente, en tout cas, à défaut d'être indemnisés, qui sont en attente d'explications. Et probablement ce procès, ou en tout cas le fait que cette affaire prenne cette issue-là, va permettre à un certain nombre de personnes d'avoir les explications qu'ils attendent depuis 10 ans. Mike Serrail, Khalifa, le retour, dès ce vendredi ? Non, d'abord, on ne connaît pas tous les dessous de cette affaire, parce qu'elle touche... Est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles révélations, selon vous ? Probablement, peut-être pas aussi tapageuses que les premières, mais ce que je voudrais dire, c'est que ce qui s'est passé avec Khalifa ne doit pas gêner outre mesure la création de sociétés similaires. C'est-à-dire, je pense surtout aux sociétés d'aviation. Nous avons nous-mêmes proposé deux compagnies d'aviation. Nous avons réalisé des études pour on crée les compagnies d'aviation. Et j'ai souligné dans la presse, notamment la presse francophone, qu'il ne fallait pas prendre en considération le malheureux exemple de Khalifa pour gêner ceux qui viennent après. Vous faites partie des clients qui ont été lésés aussi, puisque vous aviez de l'argent chez Khalifa, que vous avez perdu également. J'ai réclamé, rien du tout. On passe à la deuxième image. Vous connaissez également cet homme, François Hollande, le président français. C'était le 16 décembre dernier, à Paris, lors du dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Des propos qui avaient créé la polémique Roslan Ben Sharif. Comment est-ce qu'en tant que jeune chef d'entreprise, en tant que jeune Algérien, est-ce que vous vous êtes considéré blessé par les propos du président français à l'égard de son ministre de l'Intérieur qui lui disait « Vous êtes rentré sain et sauf d'Algérie » ? Blessé, non. Je pense surtout que c'était déplacé. Ça n'aurait pas dû être dit tout court, et encore moins dans les circonstances dans lesquelles ça a été dit. Je pense que c'est ça qui a surtout... Quelles sont les circonstances ? C'est au niveau du CRIF, c'est au 70e anniversaire du CRIF, donc je veux dire, c'est inutile de faire un dessin. Et je pense que c'est ça qui a surtout fait beaucoup réagir. Je pense que notre ministre des Affaires étrangères a très bien réagi en disant que c'était une moins-value. Je pense que il y a eu une erreur. On a souligné qu'il y avait une erreur. On a souligné notre mécontentement.
Je pense qu'il faut aujourd'hui passer à autre chose. Nassim Gerdouch, moins de 48 heures après avoir déroulé le tapis rouge à son Premier ministre, après avoir organisé un forum, après avoir oublié d'inviter Malek Seraï aussi. Alors, surtout. Est-ce que... pas, venant des Français, je suis un fils de Moudjahidine, j'ai été en prison à 14 ans par l'armée française. Est-ce que vous considérez... Je le répète aujourd'hui, est-ce que vous considérez ça ne m'étonne pas. Est-ce que vous considérez que c'est une boutade blessante? Oui, absolument. Moi, je crois que... Alors, ce qui est intéressant quand on regarde la vidéo un peu plus, c'est que il n'avait pas l'air au courant que son ministre de l'Intérieur était revenu d'Alger. Exactement. Donc, je pense que ce jour-là, il devait être particulièrement fatigué pour oublier que son ministre de l'Intérieur était rentré et qu'il n'était pas sur le point d'y aller. Ouais. Donc, ce qui explique peut-être certains débordements imprévus de sa part. C'est quelqu'un qui aime bien plaisanter. Mais je crois que dans tout état de cause, c'était une parole extrêmement malheureuse qu'il n'aurait absolument pas dû prononcer parce qu'elle a été à la fois blessante et totalement déplacée. Elle a pris des proportions importantes parce que tout ce qui touche à la relation franco-algérienne prend des proportions importantes. Mohamed Charif a dit qu'il fallait maintenant tourner la page. Est-ce que les regrets permettent de tourner la page? Oui, parce que je crois que d'une part, notre ministre des Affaires étrangères, comme l'a dit monsieur, a très bien réagi puisqu'il était important de souligner le caractère regrettable et la moins-value de cette petite phrase. Côté français, le président a bien réagi aussi puisqu'il a exprimé ses regrets et s'en est excusé. Donc maintenant, je pense qu'il faut passer à autre chose. C'est l'interprétation qui a été... Ce qui est intéressant, c'est que vraisemblablement, nous sommes passés à autre chose. Mais en tout cas, côté français, il y a encore la polémique. Enfin, ça continue plus côté français que côté algérien. Moi, je dis que sur le plan humain, ça risque. Ce genre de dérapage. On l'a enregistré au niveau de plusieurs chefs d'État, Bill Clinton, Helsinki, Gorbatchev et j'en passe. Il y a toujours des paroles qui sortent et on ne s'en rend pas compte. Mais une fois que c'est publié, ça fait mal. Ça fait beaucoup plus mal parce que nous sommes dans une situation un peu spéciale à Alger. Nous avons réussi à garder le calme grâce à une grande diplomatie. Nous avons réussi à sauvegarder notre sécurité grâce à une très bonne armée, dans un contexte régional sulfureux, très difficile. Et recevoir une parole comme ça, alors que on devient de plus en plus un partenaire solide et confirmé de la France, de la technologie française, de la culture française, de la langue française, c'est pas du tout autre chose. Il y a des sensibilités. Les gens qui ont fait la guerre de libération sont encore là. Nous sommes les enfants de ces gens-là. Nous sommes encore là. Donc c'est extrêmement sensible. Mais le fait qu'il a donné c'est du courage, c'est de la sagesse aussi. Et notre diplomatie a encore une fois gagné en étant très très sage. Merci. Et on tourne la page. Merci Malek Seraï. Travailler davantage. Merci ensemble. À vous d'être venu. Vous rentrerez sain et sauf chez vous ce soir. Merci à nos invités. Nassim Gerdouch, vice-président du FCE, le Forum des chefs d'entreprise. Vous dirigez aussi l'entreprise NetSkills. Merci à vous également, Rossam Benchari. Vous êtes aussi chef d'entreprise, patron de la société MPS, spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication. Vous êtes basé au Cyberpark de Sidi Abdallah. Merci également à vous, Malek Seraï. Vous êtes économiste, consultant international et vous dirigez le bureau d'études Algeria International Consult. Merci également à Sousan Sebian d'avoir préparé cette émission avec moi. On se retrouve mercredi prochain à 20h30 sur Zahir. Merci.